sur la standardisation et les spécificités des projets. Donc bienvenue. Au programme, on aura un rappel introductif sur les enjeux du hors-site par Julien. Et puis ensuite, il nous a semblé important de pouvoir mettre en lumière tout le travail qui est déjà en action pour fédérer la filière d'une part et pour former la profession. Et enfin, dans une troisième partie, on a voulu se concentrer sur les solutions à travers 3 exemples de réflexion pour animer le webinaire. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir 5 interlocuteurs qui couvrent du coup une belle partie des acteurs de l'immobilier et de la filière. Donc, on a Céline Beaugelin, qui est déléguée générale de l'association Filière Hors-Site France. C'est une association qui regroupe notamment, je dis notamment, elle nous présentera l'étendue de tout ça, les maîtres d'ouvrage qui sont engagés pour le hors-site et qui travaillent aussi notamment à une représentation institutionnelle de la filière. Ensuite, on a Juliane Millet, qui est l'une des fondatrices du groupe Hors-Site. Donc, c'est un groupe qui est actif sur le sujet depuis plusieurs années grâce à son campus de formation, à son journal, à ses activités d'AMO, mais de la même façon, elle nous présentera ça plus en détail. Ensuite, on a Stéphanie Vars, qui est pilote du produit préfabrique chez Bouillet-Leroux, qui est un fournisseur du coup de solutions hors-site bas carbone. On a Vincent Bayon, donc architecte associé au sein du cabinet Belcourt, très actif sur les sujets BIM et très engagé en matière d'optimisation de l'impact environnemental des projets. Et puis David Bruchon, donc directeur technique national d'ICAD Promotion, je pense promoteur que nous connaissons tous. Et de notre côté, en animation, donc Julien et moi-même, donc 2 des cofondateurs de Block2Build. J'en profite pour saluer le reste de l'équipe qui est connectée. Et donc Julien, pour débuter, je te laisse la parole sur le rappel des enjeux. Alors voilà, bonjour à tous. Donc Julien, quelques éléments de contexte autour du marché et du hors-site qui nous paraissaient importants de rappeler. Il y a un enjeu très fort dans l'industrie de la construction qui est lié à la décarbonation. Cette nécessité, elle a bien été comprise par l'Union européenne et par la France, qui ont mis en place du coup des réglementations pour nous accompagner vers cette diminution du poids carbone. Et concrètement, au 1er janvier 2025, les nouveaux permis de construire pour des bâtiments, notamment pour le logement, devront réduire à surface habitable égale 12% du contenu carbone des bâtiments. C'est très important. On est loin de... C'est juste une optimisation. Il y a des solutions techniques qui sont connues. La construction bois, le biosourcé de manière générale, le géosourcé, le réemploi. Et dans ce contexte, la construction hors site apparaît comme un excellent levier pour déployer ces solutions, ces matériaux. Et nous allons revenir sur ce sujet avec Camille tout à l'heure. Sauf que pour l'instant, tout cela, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce que quand on introduit la construction hors site dans nos processus classiques, c'est pas adapté. Chez Block2Build, nous, on est convaincus que nous pouvons supprimer ces surcoûts si les solutions sont intégrées dès le départ. Tu passes à la slide suivante. Le hors-site, je vous l'ai dit, c'est un excellent moyen pour intégrer des solutions bas carbone et c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui, ce mode constructif connaît une réelle accélération. Ces solutions, en effet, elles ont été mises en avant pendant des années par le travail du campus hors-site, du journal hors-site que Juliane va nous expliquer, l'association Filière hors-site que Céline va nous présenter, à laquelle nous sommes adhérents chez Block2Build depuis le début de la semaine, et puis également la volonté du gouvernement qui a mis en place un appel à projet qui s'appelle le CRHOS, Construction Rénovation Hors Site, dans le cadre de France 2030. Cette accélération du hors site, elle est très positive parce qu'elle va permettre de développer la filière, elle permet de promouvoir le recours à la préfabrication dans les projets, donc de générer de la commande, et elle permet aussi de structurer la filière, de créer de l'emploi. Je vois bien, il y a en bas de l'écran un lien qui est important, c'est la charte hors site qui a été établie en octobre 2023, avant la création de l'association, sous l'impulsion de GPA, Société du Grand Paris et I3F, et qui a permis de lancer la dynamique. Cette charte, elle est particulièrement intéressante, si vous avez l'occasion de la lire, parce qu'elle cadre le hors site pour qu'il reste à la fois local et pour qu'il tende vers le bas carbone. C'est très important parce que hors-site n'implique pas bas carbone et hors-site n'implique pas nécessairement local. Donc la charte
est vraiment fondatrice pour ça. Elle a un autre intérêt, cette charte, c'est qu'elle donne une classification des solutions. C'est ce que vous voyez à l'écran avec non structurel, 1D, 2D, pour que tout le monde parle le même langage. Et enfin, elle a une dernière composante, cette charte qui est importante, c'est qu'elle établit l'idée d'une mesure du hors-site et elle fixe des objectifs. Si tu vas à la slide suivante, pour nous, c'est un point d'attention. Leur site, du coup, commence à être perçu comme un objectif. Et c'est sans doute nécessaire à court terme pour créer la dynamique. Mais dans le fond, pour pérenniser la filière, ça ne sera pas suffisant. Leur site, c'est avant tout un moyen. Et ce moyen doit permettre de garantir l'atteinte des résultats attendus par les projets. Or, aujourd'hui, vous les connaissez, les résultats attendus par les projets. C'est l'optimisation économique et l'optimisation carbone. Et pour l'instant, beaucoup des solutions sont encore trop chères. Pourquoi? Parce qu'il faut changer l'approche complète sur la conception, la gestion des budgets, la gestion des lots. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut vraiment l'intégrer dès le départ. Et puis aussi, et c'est là le cœur de notre webinaire de ce matin, parce que chaque projet est conçu comme un prototype. Et les usines, à chaque fois, doivent s'adapter, engager beaucoup d'heures d'études pour adapter leur projet, adapter leur solution au projet. Et souvent, ça ne va pas au bout. Et donc, pour baisser le coût de production du hors-site bas carbone, il faut permettre à ces usines d'augmenter leur carnet de commandes et aussi d'être en mesure de massifier. Alors la question maintenant, et le gros mot, c'est pour massifier, faut-il standardiser? Voilà. Le gros mot est lâché sur la table. Je parle volontairement de gros mots parce que on sait que c'est un sujet qui fâche. Et l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut concilier la nécessaire spécificité de chaque projet et les standards. Avant que Stéphane, en tant qu'industriel, et Vincent, en tant qu'architecte, expliquent comment on peut concilier ça, je veux juste vous donner une illustration. Dans la partie droite de la photo, vous voyez un parking. Et là, c'est évident. Il y a des standards qui apparaissent. Enfin, vous êtes tous baladés dans un parking, ça se ressent quand même beaucoup. Et quand on regarde à gauche des salons, on a l'impression comme ça qu'ils sont tous différents. Mais dans le fond, tous ces salons, ils ont quand même tous des fenêtres, des grands espaces vitrés, des prises qui répondent à la NFC 1500. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'il faut travailler à la bonne échelle. Et si tu vas sur la slide suivante, Camille, c'est ce qu'on pousse et qu'on veut mettre en avant avec justement la productisation. C'est identifier les petits morceaux de bâtiment, les blocs que l'on retrouve de projet à projet et qui suivent toujours les mêmes règles, même s'ils sont variables. Et le travail qu'il faut lancer, c'est concevoir ces petits blocs pour qu'ils soient bas carbone, hors site au maximum, en intégrant les standards de production. C'est exactement ce qui se passe, notamment dans les cuisines, et ce à quoi vous êtes très habitués. Voilà. Je vais passer la main maintenant à notre première intervenante. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ouais, donc, Céline, déléguée générale de l'association Filière Hors Site France. Est-ce que Céline est bien connectée? Oui, je suis là. Ok, super. Donc, ce qu'on proposait ici, c'est que vous puissiez nous faire la présentation de l'association et de vos actions, et puis peut-être un peu plus spécifiquement le rôle que vous pouvez avoir d'une part auprès des maîtres d'ouvrage et d'autre part peut-être auprès des industriels pour nous en dire plus. N'hésitez pas à me dire Ok, quand il faut que je switch de slide. présentation. Ça marche. L'association Filière Hors Site, c'est aujourd'hui à peu près 90 adhérents qui sont représentatifs de l'ensemble de la filière construction hors site. Donc vous allez trouver des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des industriels, des architectes, des ingénieurs et puis un certain nombre d'acteurs qui nous a semblé bon d'associer. Donc c'est une logique transdisciplinaire au sens où tout l'objectif, c'est de constituer une sorte de plateforme où les acteurs de la filière vont pouvoir échanger dans l'objectif de mutualiser, de réfléchir à la manière de permettre le développement du hors-site en France. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, vient qui veut, on a, nous, un dispositif de groupe de travail qui permet, sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles on s'est dit qu'il y avait à travailler, d'arriver à faire de l'intelligence collective et de solutionner un certain nombre de problèmes.
Donc, c'est une plateforme qui s'est quand même fixé un certain nombre d'objectifs au regard des enjeux. D'abord, de convaincre de la nécessité d'aller sur le hors-site. Ça va passer par un certain nombre d'éléments d'objectivation et de mesure d'impact. Notamment dans les groupes de travail qu'on lance là, il y a un sujet sur le modèle économique, combien ça coûte, mais aussi comment il faut regarder le modèle économique d'une opération hors-site, qui n'est peut-être pas tout à fait celui d'une opération en standard, puisqu'à la sortie, vous n'avez pas non plus exactement le même produit. Donc, objectiver, convaincre, mais aussi expliciter ce que c'est qu'une opération hors site et en quoi elle diffère d'une opération standard. Et là, on s'adresse beaucoup aux maîtres d'ouvrage, mais pas que. Alors, l'ensemble des acteurs pour se dire, au fond, il faut qu'on re-questionne notre approche. Il faut que, quand on fait du hors site, il y a une répartition des rôles qui n'est pas la même. Quelle est-elle et qu'est-ce que ça veut dire, y compris à la fin d'aboutir, par exemple, à un guide de la commande publique, parce qu'il y a un sujet autour de ça. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre de groupes de travail en cours. Et puis peut-être dernier élément qui est important, je crois que le slide d'après, Camille. Oui, voilà, donc là vous avez l'ensemble des acteurs de la filière. C'est qu'on est en interface avec un certain nombre d'acteurs, au premier duquel l'État, puisque l'État a été assez vite intéressé par le fait que cette association existe comme courroie de transmission auprès des acteurs. Là, vous avez le mur des logos, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs existants. On a plein de choses qui existent de leur site. Notre objectif, c'est de venir compléter un dispositif et puis de s'associer à l'ensemble de ce qui existe pour que collectivement, on arrive à faire progresser le sujet du hors-site. Voilà. Là, vous avez la définition, mais je crois que ça a été dit rapidement par Julien. En tout cas, c'est ça l'idée, hein. On a du 1D, du 2D. Donc 1D poteau-poutre, 2D mur plancher, 3D modulaire, et puis les composants non structurels. Nous, dans la perspective, et c'est important de le comprendre, leur site, c'est un moyen d'atteindre un certain nombre d'objectifs, de qualité de la construction, de délai, de maîtrise des coûts. C'est pas une fin en soi, donc on est très large dans la conception du hors-site, tous les dispositifs, tous les matériaux, à partir du moment où ils répondent à la commande. Et le référentiel dont a parlé Julien, qui est une manière de se parler du hors-site avec un langage commun et qu'on va tester au cours de l'été auprès d'un certain nombre d'opérateurs qui ont déjà fait du hors-site. Vous voyez que c'est une conception assez large. On parle bien sûr de la préfabrication, on parle de l'impact carbone, mais on parle aussi de la question de la filière locale, parce que dans le hors-site, il y a aussi un enjeu d'industrialisation, d'emploi et d'utilisation des matériaux, y compris biosourcés. Voilà, donc c'est une grille qui permet d'évaluer, d'une certaine manière, la qualité hors site d'une opération. Je crois que là, j'en ai fini. Ça marche. Merci beaucoup, Céline. Merci Céline pour toute la présentation. Du coup, Juliane, on a aussi voulu faire un focus sur la conduite du changement que tout ça nécessite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que la conduite du changement c'est un enjeu et surtout quels sont les outils disponibles aussi pour y parvenir? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Camille. Donc, nous, effectivement, on a pu se rendre compte depuis plusieurs années qu'on accompagne sous l'impulsion de Pascal Chazal le développement du hors-site en France, que la plupart des acteurs sous-estiment en fait le temps nécessaire d'apprentissage pour réellement être efficace dans le hors-site. Et finalement, pour que le hors-site tienne toutes ces promesses qui sont, comme l'a dit Julien, très nombreuses, réduction des coûts, réduction de l'impact carbone, bien sûr réduction des délais de chantier, etc., eh bien, il faut être conscient de cette fameuse courbe d'apprentissage. Et en fait, l'adoption du hors-site par tous les acteurs dans l'acte de construire, ça va avoir un impact sur plusieurs aspects. Et le premier qu'on sous-estime souvent, c'est l'aspect culturel. En France, on a une culture du béton. Et donc, déjà, il va falloir changer de mindset en se disant, finalement, on va pouvoir construire avec d'autres matériaux et avec d'autres systèmes constructifs. Et après, il va falloir évidemment apprendre ces techniques et ces méthodes qui accompagnent ces systèmes constructifs. Et tout ça, bien évidemment, ça va avoir un impact sur l'organisation des différents acteurs, comment ils vont travailler entre eux différemment avec ces nouveaux systèmes, et puis sur les métiers. Et c'est un peu notre boulot d'accompagner cette évolution.
Et du coup, effectivement, j'aime beaucoup la phrase d'un de nos clients qui est maître d'ouvrage, qui nous dit, nous, pour faire du hors-site, il faut savoir faire. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est qu'en fait, le hors-site, ça va avoir un impact sur tous les métiers de la chaîne de valeur. Là, vous avez une illustration. Donc, on a mis en bleu, là, au centre, évidemment, le maître d'ouvrage. Hein, s'il ne sait pas, on va dire, monter un marché et rédiger un cahier des charges qui est vraiment fait pour un bâtiment hors site, ça ne va pas fonctionner. Évidemment, les maîtres d'œuvre, donc architectes, bureaux d'études, vont devoir également travailler avec des systèmes différents. Et donc, on va voir ça tout à l'heure avec Vincent. Et puis ensuite, bien évidemment, les entreprises de travaux vont devoir travailler avec d'autres acteurs, des industriels et puis des logisticiens, tout un tas d'autres acteurs qu'il va falloir embarquer sur ces nouveaux systèmes. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que finalement, il y a un temps d'appropriation qui va devoir aller en profondeur dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de convaincre le COMEX que c'est intéressant de faire du hors-site. Eux, ils peuvent prendre la décision d'intégrer le hors-site dans la stratégie pour faire du bas carbone, pour tout un tas de sujets, de réduction des coûts, etc. Mais derrière, il ne va pas falloir sous-estimer le temps nécessaire pour que l'encadrement puisse vraiment avoir les moyens de décliner dans le pilotage de leurs opérations cette stratégie. Et derrière, bien évidemment, tous les salariés de ces différents acteurs, parmi lesquels, notamment, par exemple, on voit bien qu'un conducteur de chantier qui va bosser sur un chantier hors site, il va devoir acquérir des compétences, être convaincu, etc. Voilà, donc c'est vraiment un niveau horizontal, tous les acteurs, et un niveau vertical dans l'entreprise. Alors nous, on a identifié 4 leviers pour accompagner le changement. Le premier, c'est vraiment la communication. Il faut faire connaître que ça existe. Donc ça, on fait un travail de fond depuis longtemps et avec maintenant tout un tas d'acteurs autour de nous, dont l'association de filière hors site France, et ça, c'est super. Il faut aussi du leadership, c'est-à-dire que le leadership, c'est tout simplement réussir à donner du sens. Pourquoi on fait, on l'a dit aussi, c'est d'abord un moyen au service d'un objectif. Donc, il faut des leaders qui portent ce changement. Il faut de l'accompagnement, c'est-à-dire des experts comme Block2Wilt, comme des AMO qui accompagnent les projets. Et puis, il faut également, évidemment, de la formation. Et c'est un peu le cœur de notre activité. Voilà, donc le campus hors site, on se définit comme un écosystème apprenant. Finalement, on est un acteur global de l'accompagnement du changement. On a donc trois grandes activités. On est aussi un réseau d'adhérents, un peu comme l'association Filière hors site France, mais on travaille, et ça c'est un boulot qu'on fait avec Céline, vraiment de complémentarité entre ces différents réseaux d'adhérents. Nous, on est vraiment un outil pour permettre aux acteurs de progresser au sein d'un écosystème à l'échelle à la fois nationale et européenne, voire internationale, puisqu'on a des connexions un peu partout. Et donc, on travaille en complémentarité. On ne fait pas les mêmes choses avec l'association de filière et au campus hors site. On est également un organisme de formation pour monter en compétences et un accélérateur de projets, puisqu'on accompagne des intrapreneurs ou des entrepreneurs à lancer une activité dans le domaine du hors site. Nos domaines d'expertise, finalement, c'est réussir à construire ou à rénover des bâtiments avec le hors-site. Donc, en fait, on a à la fois des formations qui sont très transversales sur tout le cycle de vie du bâtiment, mais aussi des formations thématiques en fonction des métiers où on va évidemment plus loin. Par exemple, sur la conception d'un bâtiment, on va donner des outils très particuliers aux acteurs de la maîtrise d'œuvre, par exemple. On a développé une offre de formation depuis 2021 qui s'adresse dans un premier temps spécifiquement aux cadres et aux dirigeants, mais par contre de toute la chaîne de valeur. Donc, on va s'adresser aussi bien à des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, des contrôleurs techniques, des entreprises, des industriels, etc. On forme à quoi? D'abord, à découvrir le hors-site. On a des conférences interactives, on organise des voyages d'études à l'étranger ou des immersions dans l'univers industriel. Et depuis qu'on a commencé, on a sensibilisé déjà 8000 personnes au hors-site. Deuxièmement, donc monter en compétences. Donc là, on est un organisme de formation Calliope. On a 3 formations socles sur les fondamentaux du hors-site et les clés de réussite en construction ou en rénovation. Et puis ensuite, on a 15 formations thématiques spécifiques à un ou plusieurs métiers.
Et puis, depuis fin 2023, nous sommes organismes certificateurs au hors-site. Et donc, nous avons développé 2 parcours certifiants qui font 65 heures chacun. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir un diplôme pour piloter un projet de construction hors-site ou un projet de rénovation hors-site. Merci Juliane pour la présentation. N'hésitez pas d'ailleurs tous à poser, alors je ne vois pas le chat, mais on fera un modérateur en fin de séance, on a gardé Il y a 5 minutes quelques pour les questions questions. déjà qui ont été posées, donc Ouais, on les prendra peut-être à la fin, comme ça on essaiera de faire du regroupement, sinon on fera une FAQ, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en effet pour Céline et Juliane sur leurs activités à les mettre dans le chat. On en vient du coup à notre thématique sur les solutions. Avant d'attaquer sur le champ des solutions et du coup le point de vue industriel, architecte, maître d'ouvrage sur du coup comment encore une fois réduire le coût ou en tout cas faire en sorte que les solutions hors site bas carbone soient financièrement abordables. Moi, je voulais vous faire des petits retours opérationnels sur 2 projets qui me paraissaient intéressants de souligner. Le premier, c'est le projet de Stellantis, réalisé par un groupe notamment composé de GA. C'est un projet d'environ 160 millions d'euros, je crois, à Poissy, qui vise 73% de hors-site. Et le retour que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'évaluation c'est au sujet de l'évaluation du coût de hors-site, puisqu'il a été évalué que le surcoût de construction ici, par rapport à une construction traditionnelle, il était de 8%, donc le fait de le construire hors site. Mais on a un gain de 6 mois sur la mise à disposition du bâtiment. Donc, on a un projet qui est bien rentable en coût global. Et ça rejoint un autre projet qui a été présenté. Et là, je salue l'étude qui a été présentée dans le cadre de la CIM, avec un projet de 100 logements en T1, réalisé en modulaire 3D bois métal, qui permet de réduire de 8% déjà ces constructions, de gagner, Julien, tu m'arrêteras si je me trompe, 70% sur le poids total du bâtiment, et de gagner aussi sur le coût global avec un coût de construction là qui est équivalent à une méthode traditionnelle, mais une mise à disposition qui est aussi plus rapide. Donc ces 2 exemples parmi la flotte des solutions de projets qui sont réalisés hors site, chaque fois avec des modes constructifs et des solutions techniques qui peuvent varier encore une fois du composant non structurel au 3D, mais qui montrent qu'on a un potentiel si on regarde en coût global. On en vient ici à les bénéfices du hors-site en matière de bas carbone. Julien l'a dit tout à l'heure, toutes les solutions hors-site ne sont pas forcément bas carbone. Or, il s'avère quand même que de produire en atelier, couvert, protéger certains des composants, ça nous permet quand même de nous affranchir de certaines conditions un peu néfastes de chantier. Donc, on commence par un peu la base en se disant que par exemple, la préparation de prémurs en béton bas carbone, ça peut nous permettre de gagner sur du temps de séchage qui peut être plus élevé, notamment du coup pour réduire le délai de chantier. On peut aussi, grâce au travail en atelier, en usine, préparer des mélanges de matériaux. Donc là, ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, ce sont les dalles BB en béton armé bas carbone avec un remplissage en isolant biosourcé fibre de bois. Donc là, de la même manière, si on ne l'avait pas fait en usine hors site, ça aurait été très compliqué de le faire sur chantier. On retrouve aussi les exemples autour du bois, la fabrication d'éléments bois sur chantier avec les outils de production adaptés, les bonnes scies, etc., ce serait quand même très compliqué. Donc là, bien évidemment, on gagne beaucoup à travailler en dehors des contraintes du chantier. Et puis, on y ajoute le sujet plus global biosourcé en parlant des contraintes d'approvisionnement et de stockage ou de degré d'hygrométrie, peu importe. Mais en effet, grâce au travail dans une atmosphère protégée qui est l'usine, on arrive à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sur chantier, bien évidemment. Et enfin, le dernier exemple sur la droite, c'est le fait que le travail hors site nous permet de travailler le géosourcé, de créer de la répétitivité, de la massification, d'en réduire le coût. On a aussi souligné le fait que le travail hors site permet
et permettra demain encore plus de massification sur l'intégration de produits issus du réemploi. On pourrait très bien imaginer demain des salles de bain préfabriquées tout ou partie, donc 2D, 3D, peu importe le format, qui intègre par exemple des WC issus d'une chaîne logistique de réemploi. Donc, ça nous permet très clairement d'intégrer des produits qui ne pourraient pas l'être si on ne travaille pas hors site. Et tout en bas, vous retrouvez aussi d'anticiper la démontabilité, puisque ce travail hors site et toute la conception technique amont qui est réalisée nous permet aussi de bien concevoir nos bâtiments comme des banques de matériaux en identifiant chaque sous-composant qui pourront demain, du coup, être déconstruits pour assurer leur réemployabilité également à terme. Donc, on a tout à y gagner. Je vais laisser du coup la parole à Stéphane. Stéphane, d'une part, pour nous présenter une solution préfabriquée bas carbone et bien sûr pour nous expliquer aussi comment on peut réduire, avec une vision industrielle, les coûts d'utilisation de votre solution. Merci. Merci d'ailleurs à Block2Build et à l'équipe d'avoir pensé à la terre cuite dans ce monde qui a priori ne la connaît pas. Donc je suis bien heureux de présenter le groupe Bouillet-Leroux. Je pense qu'on peut aller à la diapo suivante. Voilà. Donc le groupe Bouillet-Leroux, en fait, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un industriel français dont l'activité tourne autour de 5 pôles. Un pôle original, j'ai envie de dire, autour des solutions constructives en terre cuite, au travers de plusieurs marques. Et donc, notamment la marque BioBrick qui distribue en fait des briques de terre cuite qui sont déjà elles-mêmes standardisées et livrées en fait sur palette pour un assemblage sur chantier. Donc, on a également un pôle fermeture, comme vous avez pu le voir, un petit peu d'activité préfab béton et des éco-solutions, notamment à base de bois, concernant une offre de plancher de parquet panache. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt focaliser, si vous voulez, sur la solution hors site qui se prénomme Préfabrique, qui a été amorcée il y a 6 ans chez Bouillet-Leroux. Aujourd'hui, Bouillet-Leroux est convaincu, on va dire, de l'avenir du hors site et donc a conçu un système, un premier système et a créé une activité dédiée donc, pour présenter en fait une solution 1D et 2D à base de briques de terre cuite. Donc vous avez bien compris, elle-même standardisée. Et en fait, il s'agit de panneaux hauteur d'étage porteurs pré-isolants et qui sont livrés sur des camions tout à fait standards, et qui sont livrés pour être posés et immédiatement chargés sur site. Hein. Voilà, donc on a également dû développer en arrière-plan donc un système de levage invisible et escamotable pour faciliter la mise en œuvre, car c'est un gros paramètre sur les chantiers de logement qui nous est imposé. Procédé sous avis technique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaitait solutionner par ce projet? Eh bien, c'est évidemment tous les écueils du quotidien, de notre quotidien depuis des années. C'est parfois dans certaines zones un manque de main-d'œuvre qualifiée et du temps pour fabriquer de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, répondre aussi également aux qualités d'ouvrage, puisque forcément, si la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, ben, il y a une certaine dérive sur l'assemblage sur site des briques qui sont elles-mêmes normalisées. Voilà. Et donc, surtout également maîtriser, j'ai presque envie de dire, si des gens pouvaient maîtriser les coûts et les délais avant de les réduire, ce serait déjà un bel objectif. C'est celui-ci que l'on s'est donné. Donc, c'est le deuxième exemple que vous avez donné. On peut très bien arriver au même budget en livrant un bâtiment plus tôt, ce qui a de beaux avantages déjà pour celui qui va l'utiliser. Alors, les cibles marchés, c'est évidemment le logement, parce que c'est notre marché de base, mais également les marchés qui sont à saisonnalité imposée, avec un besoin de livrer très rapidement les bâtiments. Et donc, au-delà de tout ça, évidemment, la terre cuite, c'est toute sa force, c'est d'accompagner la transition énergétique, puisque le groupe Bouillet-Leroux travaille sur, évidemment, le verdissement de la cuisson des briques, puisqu'on a besoin de cuire les briques afin de leur apporter toutes les performances attendues. Voilà. Donc, en parlant de cela, donc, si la cuisson de la terre cuite est indispensable pour lui conférer
on va dire, des performances mécaniques, thermiques, acoustiques durables. La durabilité, c'est important dans notre discours, c'est-à-dire au moins 50 ans, comme nous le demande l'Eurocode. Eh bien, Bouillé-Leroux n'a pas attendu le choc gazier de ces dernières années pour amorcer une transition. Depuis 1983, les premiers fours sont arrivés sur un des sites de production. Et aujourd'hui, depuis 2018, un gros plan d'investissement a été lancé pour que nous arrivions à l'aube des années 2027-2028 à avoir décarboné 90% de notre cuisson. Ça aura un impact immédiat sur l'empreinte carbone de notre mètre carré de mur ou de briques livrées sur site. Voilà. Donc, de notre côté, pour répondre à la question du jour, c'est-à-dire comment eh bien, le hors-site pour nous contribue à réduire l'empreinte carbone, puisqu'on avait déjà fait au niveau de la production des briques standardisées, ben, c'est que tout simplement, on rappelle et on insiste beaucoup sur le fait que nous consommons une matière première qui est géosourcée. Toutes les matières géosourcées ne sont pas forcément renouvelables. C'est le cas de l'argile. L'argile est disponible en quantité abondante et proche des usines. Donc ça, c'est important à signaler. Et ensuite, le fait de pouvoir tout travailler en amont avec l'intelligence artificielle, on va dire, va nous permettre d'optimiser les modules tout en permettant, on le verra tout à l'heure, une certaine liberté d'expression au niveau architectural. Comme je vous le disais tout à l'heure, on livre les murs avec des camions tout à fait standards. On a la chance d'avoir une flotte logistique maîtrisée. On livre aujourd'hui plus de 5 millions de mètres carrés par an. Donc, on a ce qu'il faut au niveau transport. Donc, ça nous permet de mutualiser les gammes et de réduire l'empreinte carbone liée au transport. Les murs sont légers et porteurs. Donc, on parlait tout à l'heure des ouvrages en béton. Effectivement, il va falloir du béton encore, mais on va essayer de le mettre au bon endroit. Sachez que nos murs sont porteurs immédiatement et qu'ils comportent que très peu de béton armé. Donc, on va réduire également la partie carbone des ouvrages béton dans la construction. Et puis, on va intégrer en usine des fonctions qui, sur chantier, nécessitent beaucoup de logistique, de matériel, de matériaux et de temps passé, qui génèrent de toute façon du carbone, même si c'est assez invisible aujourd'hui dans les calculs. On n'a pas de retouche sur chantier, donc on n'a pas besoin de réintervenir. L'entreprise va éviter de brûler du carbone pour envoyer des bonhommes sur le site. Et évidemment, sur site, zéro déchet, puisqu'on aura tout préparé en amont de manière à avoir un chantier serein. Voilà, donc tout ça, comment ça fonctionne, enfin, quel est l'esprit pour y arriver clairement, de notre point de vue en tout cas. En fait, nous, il faut focaliser d'entrée à la conception sur la productivité sur site, sur chantier, je veux dire. Donc tout ça, eh ben, c'est la combinaison entre quel est le temps de main-d'œuvre, quel est le type de main-d'œuvre, quel est le type de matériel que je dois avoir, comment je peux optimiser la logistique et l'ergonomie sur site. Et du coup, c'est ça qui va m'aider à choisir la bonne solution constructive hors site. Donc en ce qui concerne Préfabrique, nous, on a un circuit relativement simple et connu, c'est-à-dire qu'on travaille avec les architectes pour ce qui concerne donc la conception des modules et des façades sur la base, on va dire, de modules standardisés que nous avons dans les bacs, je vous présenterai tout à l'heure. Et également, en parallèle et en même temps, on travaille avec les techniciens, les spécialistes de la technique pour valider, on va dire, l'emploi de tel ou tel panneau à tel ou tel endroit dans l'ouvrage. Voilà. Donc, pour aider justement Vincent, par exemple, qui lui est architecte, lui, il a besoin de savoir quelle est la limite, les limites dimensionnelles, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec les modules préfabriques. Donc, on met à sa disposition un catalogue qui comprend toutes les dimensions possibles en longueur projetée au sol et en hauteur, les équipements que l'on peut intégrer de manière à ce que lui, il puisse choisir et avoir malgré tout une liberté architecturale, ce qui n'est pas forcément évident dans les systèmes fortement industrialisés. L'objectif, moins de modules à poser, ça va réduire les coûts, plus de surface de mur par livraison, ça va également réduire le coût du transport, mais également le coût carbone lié au transport. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire et théoriquement, on a fini et j'ai pris 7 minutes 55, je suis désolé. Merci Stéphane. Du coup, question en effet pour Vincent, au regard de ce que vient de nous présenter Stéphane, qui est une des solutions constructives, la question c'est toute cette échelle de comment garder la liberté architecturale et en même temps s'appuyer sur les standards de fabrication des usines.
Oui, effectivement, je vais essayer de faire un tout petit pas de côté et parler standardisation et enjeux autour de la standardisation en 3 temps: créativité, contexte, réactivité, flexibilité. Les enjeux de la standardisation commencent par un sujet, c'est l'image de la standardisation, avec les bâtiments chemin de grue à l'époque de la reconstruction, le colibé de la boîte à chaussures, hein, dont on a déjà entendu parler. Et effectivement, cette forte répétitivité a parfois conduit à des simplifications volumétriques qui était considéré comme une bride à la créativité. Mais pour autant, les architectes s'en sont jamais vraiment éloignés parce que malgré tout, dans la standardisation qui conduit à l'industrialisation, on a quand même un gain de qualité des ouvrages produits qui, malheureusement, se retrouvent de moins en moins dans les modes constructifs actuels dits traditionnels. Alors du coup, on construit quand même dans un contexte. Alors dans un contexte, effectivement, il y a un contexte géographique, un contexte climatique et historique qui est déjà indépendant de la volonté architecturale. En bas à droite, vous avez 2 cartes qui relèvent du climat. Une, c'est les zones de climat de la RE 2020 et l'autre, c'est les zones AEV. On parle du même sujet, il suffirait qu'on les superpose ces 2 cartes pour voir qu'on a encore des sous-ensembles qui constituent des climats encore différents. Et donc, rien que par cet aspect-là, on voit bien qu'on ne construit pas dans le nord de la France de la même manière que dans le sud. Volontairement, j'ai choisi quelques exemples un petit peu caricaturaux, mais l'idée c'est que on voit bien que à Lille, on a la grande fenêtre qui pourtant elle a déjà été industrialisée depuis longtemps, qui amène le jour en fond de bâtiment. Et puis en Corse, on va se retrouver avec la petite fenêtre carrée qui vise à limiter les apports. Et donc rien que ça, sans tomber dans la caricature, c'est bien la preuve que en dehors de toute volonté, il y a déjà des enjeux à prendre en compte sur le climat. Mais pour autant, il y a quand même peut-être aussi et toujours, et c'est ce que montrait Julien aussi, des choses qui sont des constantes. Alors ici, on va voir, peut-être on va retrouver le colombage, qui est déjà une première, un premier point de départ et un point qui peut être commun. Effectivement, par rapport à la question de la standardisation, il faut penser à l'industrialisation et du coup à travailler dans le cadre de l'anticipation de la réalisation des bâtiments. Peut-être sur la slide suivante, s'il te plaît. Pour moi, il y a deux sujets dans la standardisation et dans l'industrialisation. C'est qu'il y a des objets qui sont des produits, qui sont fabriqués en usine, qui ont vocation à être installés sur des chantiers, sur des projets. Généralement, ces produits sont fabriqués dans des usines en amont des projets, indépendamment des projets. On les assemble tant bien que mal sur un chantier pour en faire un prototype, le valider et essayer de construire et réaliser ce que l'on a projeté en conception préalablement, en ayant peut-être le risque qu'effectivement ces combinaisons ne marchent pas toujours forcément bien sur le chantier. À l'autre bout du spectre, il y a la construction, alors avec le point d'orgue qui est la construction modulaire, voilà, mais qui elle exige une forme de réelle anticipation, voire de conception avant conception de projet, avec des prototypes qui sont faits en usine, qui sont validés avant envoi sur chantier, et donc une forte anticipation et même une forme de contractualisation. Je parle pour la maîtrise d'œuvre entre autres, mais pour les maîtrises d'ouvrage qui n'est pas toujours compatible avec les possibilités du projet, du lieu et les possibilités du maître d'ouvrage. Mais en réalité, finalement, est-ce que la construction n'est pas déjà standardisée depuis assez longtemps parce qu'il y a des normes, des règles, des DTU, des habitudes. Et en réalité, on travaille sur des bâtiments depuis assez longtemps avec des objets relativement standardisés par juxtaposition de ces solutions. Alors effectivement, on arrive à faire des bâtiments, mais on s'en a senti qu'il fallait aller au-delà. Et ce au-delà, c'est massifier la construction et la standardisation. Alors sur la suivante.
Voilà. Cette massification, elle est passée par ce que j'appelle le phénomène d'imbrication. Ce meuble de vasque, il a été mis dans une salle de bain qui elle-même a été mise dans une chambre, et puis finalement cette chambre, elle constitue tout ou partie d'un bâtiment qui est entièrement modulaire. Alors cette image qui peut être peut-être un peu caricaturale, elle interpelle parce que pour moi, elle fait appel à des sujets qui peuvent être sensibles, et je voudrais juste préciser un petit point d'attention sur la slide suivante. C'est une expérience, c'est un retour d'expérience de la société Tesla qui a, entre guillemets, essayé de travailler à créer des composants qui sont plus gros pour créer ces châssis de véhicules en vue de les fiabiliser et puis d'améliorer la productivité. Mais les premiers retours d'expérience tendent à montrer que ces gros morceaux de châssis ont une plus faible réparabilité, peut-être un plus faible remplacement possible, voire conduisent carrément au rebut de ces châssis de véhicules en cas d'accident. Et pour revenir sur le sujet du bâtiment, eh bien, effectivement, c'est un souci que nous devons avoir, peut-être de considérer l'après-vie du bâtiment et dans les process d'industrialisation et de standardisation aussi. Sur la suivante. Donc, sans être forcément trop manichéen, mais l'imbrication et la juxtaposition, est-ce que finalement, pour changer d'échelle de projet, c'est pas travailler avec les deux? Travailler avec les deux parce que finalement, l'idée, c'est d'essayer de limiter la consommation de matière. On ne transporte que ce qui constitue le bâtiment et pas ce qui sert à le construire. C'est travailler avec le bon module, alors parfois en 3D, parfois en 2D, parfois des plus petits objets, pour s'adapter à l'échelle, à la morphologie, au site. C'est proposer une multitude d'assemblage possible en essayant de dire quand j'essaie de faire des gros ensembles, c'est parce qu'ils ont une forte valeur ajoutée et pas seulement parce qu'ils sont déjà préfabriqués plus loin. Et puis proposer aussi la mise en œuvre de matériaux qui supportent un petit peu plus difficilement les conditions du chantier, et c'est particulièrement vrai pour les biosourcés parce que effectivement on a des fois des phases transitoires qui sont délicates à gérer et que les produire et les assembler comme un produit fini en usine peut permettre d'éviter ce genre d'écueil. Enfin, et on en a déjà parlé, pour moi, la question du réemploi, on est en train de semer les graines de notre avenir, c'est-à-dire que les bâtiments que l'on produit aujourd'hui sont la ressource de demain. Mais pour tout ça, il faut clairement changer nos façons de faire. Et c'est un peu l'objet de nos échanges avec Block2Build, entre autres, mais pour effectivement, nous, en tant que concepteurs, voir quelle est la bonne échelle de cette industrialisation et de cette standardisation dans nos projets pour pouvoir les mener à bien. Merci beaucoup, Vincent. Et du coup, Merci sans transition, est-ce que Julien, tu peux peut-être expliquer un peu la logique que nous, on essaye d'avoir côté Block2Build? En fait, c'est très bien parce que Vincent a vraiment bien ouvert le sujet. Nous, on est convaincus qu'un plan standard, ça ne peut pas répondre à tous les projets. Parce que Vincent l'a très bien dit, les enjeux sont différents, il y a besoin d'avoir des spécificités locales, etc. Et donc, du coup, il est important de pouvoir introduire de la variabilité. Mais tout réinventer à chaque fois, c'est compliqué, ça prend du temps. Les architectes, ils ne peuvent pas connaître toutes les caractéristiques de tous les produits, connaître toutes les réglementations qui évoluent à une vitesse incroyable. Et donc, du coup, notre proposition de valeur chez Block2Build, c'est justement de capitaliser à un endroit les connaissances techniques, la réglementation, les DTU, les guides du CSTB, d'intégrer les standards de production d'un Bouillé-Leroux pour faire du préfabrique, demain peut-être, qui sait, d'autres industriels, sur comment on fait du module 3D, comment est-ce qu'on fait de l'A1D, et de le restituer aux architectes pour qu'ils puissent travailler leur projet à partir de ces éléments. Bien sûr, on attache une importance forte chez nous d'avoir du bas carbone et du hors-site. Et donc, on crée une bibliothèque de blocs qui est disponible en ligne, virtuelle du coup. Ces blocs sont configurables justement pour s'adapter à la taille du projet, aux enjeux du projet.
et ouvre la voie à différentes solutions de préfabrication. On vous a mis le premier exemple qui est la cage d'escalier. Suivant les projets, peut-être qu'il va être intéressant de préfabriquer en gros sous-ensemble. On pourrait imaginer quasiment d'avoir tout en prémur, avoir des prémurs préassemblés et la volée presque toute faite. Ou alors de préfabriquer par morceaux, ou alors de préfabriquer qu'une seule partie, parce que c'est là où c'est logique dans l'enjeu du projet. Et notre outil permet justement de communiquer à la fois les standards des fabricants, mais aussi aux architectes de pouvoir faire des comparatifs entre ces différentes solutions pour arbitrer. Et c'est là où c'est intéressant, je pense, et on réfléchit vraiment à ces différentes tailles de briques de Lego, à cette imbrication qu'a expliqué Vincent. Elle est disponible en ligne, vous pouvez faire un essai de notre noyau, c'est un prototype. Vous avez le lien en bas, vous vous loguez, vous pouvez le faire. Je voudrais laisser un peu de temps quand même parce qu'on a quand même David, voilà. Ouais, merci beaucoup, Julien. Et du coup, David, ce qui nous semblait intéressant de souligner pour l'expérience d'ICAT Promotion, c'est notamment le REX des Jeux Olympiques. Donc, si vous pouvez nous en dire plus. Oui, alors, avant de vous parler du REX sur les Jeux Olympiques, je voulais juste vous expliquer un petit peu les grandes lignes, en fait, en guise un peu aussi de conclusion de tout ce que nous, on voit et quels sont nos enjeux. Les enjeux d'un maître d'ouvrage, c'est bien évidemment les conformités réglementaires et normatives. Avant tout, c'est l'optimisation à la fois économique, ça a été très bien dit, donc dans une logique en fait de construction, mais aussi d'exploitation derrière. On est aussi, nous, par exemple, une foncière de bureau et d'immobilier géré, donc tous les enjeux qui ont été évoqués, qui sont en fait des enjeux d'éco-conception, la démontabilité à terme, etc. Les enjeux, bien évidemment, de carbone. On a des engagements dans une stratégie SBTI. Donc, on est aujourd'hui dans une logique, finalement, de maîtrise de l'énergie. Ça, c'est le volet RE25, avec un gap très important sur l'énergie. Et je vous expliquerai comment nous, on l'a travaillé très rapidement après. Et le vrai enjeu derrière, c'est la baisse, en fait, en gros, de 12% entre les différents millésimes. Il faut savoir que nous, avec cette stratégie SBTI, on s'est engagé à faire déjà que des PC RE25 depuis l'année dernière. Maintenant, on est en train de cranter sur des PC RE28. Et puis l'année prochaine, on va encore cranter pour être avec toujours 2 ans d'avance sur la réglementation. Donc les enjeux sont vraiment très forts en pleine période, on va dire, de hausse inflationniste sur les euros. Il faut qu'en parallèle, on baisse entre chaque millésime de à peu près 12% sur le carbone. On ne voit pas trop comment s'en sortir sans standardiser certaines choses. Je vais y revenir. Et puis bien évidemment, en tant que maître d'ouvrage, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est la qualité de la mise en œuvre, la qualité d'usage également, et puis donc tout ce qui est respect des délais et satisfaction client in fine, parce que c'est les attentes de nos clients. Revenir sur 2 termes qui ont été beaucoup employés aujourd'hui. Le premier, standardisation, donc les bases du hors-site. Le hors-site, c'est à la fois 2 concepts, c'est le concept, ça a été très bien dit, standardisation et de préfabrication. On a tous fait de la préfabrication depuis des années sans forcément standardiser. On a pu standardiser sans forcément préfabriquer. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette réflexion. Nous, aujourd'hui, on s'inscrit dans cette logique de réflexion-là. On est au sein de l'association Filière France, hors-site France, pardon. On répond aussi à des appels cross notamment, et on espère être lauréat. Et donc, on est dans une logique que j'appelle d'ingénierie concurrente. C'est-à-dire que la logique d'ingénierie concurrente, c'est quoi? C'est on fait travailler les maîtres d'ouvrage avec nos fournisseurs. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, parce qu'il faut accompagner, ça a été bien dit, tout l'écosystème. Nous, on travaille avec plein de gens au quotidien. Et tous ces gens, ils sont aussi répartis sur le territoire. Nous, on est sur 25 territoires, y compris les DOM-TOM. Et donc, il faut faire avec les écosystèmes locaux et à la fois en tirant par l'amont avec les maîtres d'ouvrage et en poussant avec les fournisseurs. L'idée, c'est d'arriver à impulser le changement. Cette prise en tenaille, nous, on l'a déjà mis en place, par exemple, comme je vous disais, sur de la standardisation de nos gammes. On a standardisé nos gammes, on a standardisé nos gammes de logement, nos gammes de hall, mais ça, c'est un peu du branding, si vous voulez, quoi. C'est quelque chose qui est intéressant économiquement, c'est quelque chose qui est intéressant en termes de rapport sur la conception, mais ce n'est pas encore dans une logique de construction hors site. Je vais y arriver. La standardisation aussi de la conception énergétique. Je vous ai parlé du GAP RE25. On l'a fait en fait avec 2 industriels français de la PAC qui nous aident à faire la conception de nos projets et avec qui on est en contrat de référencement. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on comprend qu'avec la standardisation, on va être obligé de réduire le nombre d'acteurs dans notre écosystème parce qu'on ne peut pas embarquer tout le monde. Et on a vu, nous, par exemple, que sur les PAC, on n'a pas pu embarquer certains industriels qui n'étaient pas prêts. Et puis après, il y a tout le reste et les autres corps d'État, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui sur le sujet des salles de bain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que l'enjeu numéro 1 pour nous, c'est la standardisation du processus de conception. Parce que, comme je vous l'ai dit, on intervient partout. Donc, le but, c'est de standardiser et de préfabriquer, quel que soit le cas d'usage local et le territoire. Pour en revenir au rétexte sur les JOP, si tu peux passer, enfin, reste sur cette slide pour l'instant.
J'aurais aussi pu vous parler de la préfabrication des façades ossature bois. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, notamment pour l'intégration des biosourcés tel que ça a été expliqué, à une vidéo de la QC qui explique très bien le sujet, dans lequel on a pu contribuer. Et pour en arriver à notre sujet de douche, finalement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à standardiser les douches? Alors c'est une longue histoire qui a commencé avec les JO, avec l'accessibilité universelle pour les Paralympiques, et avec le fait qu'on s'est retrouvé avant la réglementation à devoir faire des douches zéro ressaut, et en plus sur des planchers bois. Donc ça n'a pas été simple, on a dû faire des ATEX, on a dû débrouiller pas mal de sujets techniques au niveau de l'intégralité de la filière française, vu que ça a permis ensuite d'écrire les guides des douches sur plancher béton d'abord, puis sur plancher bois. Et on était à l'époque avec des solutions qui nécessitaient des formes de pente généralisées dans les salles de bain. Autant vous dire que c'est un sujet géométriquement très complexe, et on s'est dit, c'est impossible que demain, on ait ce problème-là à gérer dans toutes nos salles de bain sur tous nos problèmes. On s'est dit que c'était sans doute pas le plus grand kiff de tous les archis de dessiner des formes de pente de salles de bain, appartement par appartement, voilà, étage par étage, bâtiment par bâtiment, projet par projet. Donc là, on s'est dit, il faut vraiment standardiser le truc parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les enjeux réglementaires, les enjeux d'intégration de nos gammes, tout ça, on était certain que ça allait se planter à chaque fois. Heureusement, depuis, ça a permis d'évoluer. Il y a un autre enjeu que vous connaissez tous, c'est la réversibilité, parce que face au tollé qu'il y a eu un petit peu face à cette douche zéro ressaut, beaucoup d'acteurs, et nous y compris, on a quand même souvent mis des solutions en base de baignoire, avec la réversibilité, dite travaux simples, qui n'a vraiment pas grand-chose de simple. Et à l'heure où on vend la moitié de notre production, si ce n'est plus, à des bailleurs sociaux, qui eux ont envie de pouvoir faire le gap facilement, si quelqu'un leur le demande, entre des baignoires, des douches, etc., on est obligé de s'inscrire dans une logique de mutabilité simple, j'ai envie de dire, au sens premier du terme et pas au sens réglementaire du terme. D'où ces contraintes complémentaires qu'on s'est données. Et on a fait travailler donc un architecte sur toutes les morphologies possibles de salles de bain au sens optimum du terme, avec un bureau de contrôle qui nous a tout validé derrière. Et ensuite, on est passé à l'étape d'après, donc où on est allé voir nos amis de Block2Build pour qu'ils nous construisent en fait des jumeaux numériques de tout ça, en intégrant. Donc ça, la slide que vous voyez là, c'est comment on fait une réversion simple d'une salle de bain avec baignoire à passer à la douche. Et puis l'étape d'après, c'est simplement pour bien comprendre comment maintenant on peut intégrer toutes les problématiques de réseau, les contraintes très opérationnelles de mise en œuvre. Et puis, la cerise sur le gâteau, comment tout ça on peut l'étirer, parce que bien évidemment, on n'est pas fou, on sait très bien qu'une salle de bain type, on ne va jamais pouvoir l'intégrer absolument partout. Et donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que là, ce qu'on a standardisé, comme je vous disais, c'est la conception. Ce n'est pas encore un objet 3D. Mais on peut se donner des contraintes encore supplémentaires, finalement, dans cette matrice de choix, cette matrice de contraintes, qui seraient des gabarits de largeur, des gabarits de longueur, qui vont nous amener cette fois-ci à pouvoir imaginer cette salle de bain en modulaire 3D. Voilà, voire encore un autre choix qui pourrait être possible, d'intégrer des solutions de salle de bain dans la salle de bain, donc des modules dans les modules, au même titre qu'on a déjà aujourd'hui nos blocs, par exemple, notre bloc sanitaire, notre bloc de lavabo, et on pourrait avoir aussi pour des choses très particulières, peut-être des blocs de salle de bain, de modules de douche préfabriqués ou des choses comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour essayer d'illustrer un petit peu ce qu'on a dû faire et pourquoi on en est arrivé à cette logique-là. Il faut savoir quand même que l'histoire des douches zéro ressaut sur les JO, le ressaut il est au droit de la porte dans 70% des cas. Parce que nos architectes, quand ils ont dessiné au départ, bien évidemment, on n'avait pas fait ce travail-là. Et donc on a réussi finalement à ne pas avoir le ressaut au droit de la douche, mais on l'a eu en grande partie au droit des portes. Et ça, c'est le rétexte aussi qui nous a fait bouger en nous disant, si la réglementation n'évolue pas, on est coincé. Alors, il s'avère que, comme on travaillait avec des Paralympiques, on a pu convaincre en fait les acteurs de la rédaction des textes qu'il fallait bien qu'il y ait un ressaut quelque part, et la porte étant en fait un objet de franchissement quelque part, une difficulté, ça a été accepté en ce sens. Mais ça a été des débats très très longs, et comme vous le savez tous, on ne peut pas trop déroger sur les sujets réglementaires. Donc nous, on avait pris la décision à cette époque-là de se lancer dans cette aventure, et aujourd'hui on continue bien évidemment, et on va continuer aussi sur probablement sur d'autres éléments, et intégrer peut-être les catalogues plus largement de tout ce qui pourrait être produit collectivement sur la plateforme de Block2Build. Merci de votre attention. Top. Merci beaucoup, David. Je fais peut-être un mot de synthèse et puis on regarde s'il y a des questions qu'on peut prendre. Je ne sais pas si Julien, tu pourras regarder si on arrive à en prendre. Il nous reste 3 minutes, donc en synthèse, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que globalement, on a un langage commun qui est en train de se structurer, on a une filière qui est en train de se mettre en mouvement et qui est déjà en mouvement. Et puis, on a vu pas mal de choses sur la partie solution.
On a vu qu'en massifiant l'utilisation de solutions industrielles déjà disponibles, on arrive à en réduire les coûts, mais ça nécessite du coup un fort dialogue entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte, les BE, etc., dès le début des projets pour remonter les standards de production des lignes industrielles dès le début de la conception. Et puis, grâce à l'illustration de David et de Vincent, on vient de voir aussi toute cette notion de standardisation qui est plutôt une standardisation de la conception qui permet une forte configuration pour s'adapter à chaque projet avec ces notions d'imbrication et de juxtaposition. J'essaie de faire une synthèse rapide. Est-ce que on a Alors on a quelques questions. On ne pourra pas répondre à toutes en live, donc on va essayer de répondre après parallèlement. Il y en a une pour Juliane qui me paraît intéressante, la première. Comment est-ce que le campus et l'association hors site sont-elles complémentaires? Alors, je vais répondre, mais je pense que Céline pourra aussi donner son point de vue. Mais ce qu'on constate, nous, c'est que l'association de filière, elle va vraiment porter la voix auprès des pouvoirs publics, en fait. Et vraiment faire peser le hors-site dans les financements qui sont proposés et pour faire changer la réglementation, travailler avec les différentes branches professionnelles également. Donc voilà, c'est un travail aussi de lobbying que l'association va pouvoir faire et porter à travers les adhérents qui sont regroupés. Nous, comme je disais, on est vraiment côté campus hors site. D'abord, une entrée, c'est une entrée de montée en compétences et donner tous les outils, les retours d'expérience pour que les gens réussissent à faire du hors site. Donc nous, on est vraiment dans la partie très concrète pour qu'il y ait une opérationnalité derrière. Quand vous êtes adhérent au campus, vous avez accès à tout un tas d'outils de retour d'expérience. On est en train de mettre, par exemple, là en place un outil d'évaluation de la maturité de l'entreprise pour adopter le hors-site. Voilà. Typiquement, ça, c'est un outil qui peut s'adresser à toutes les entreprises qui veulent avoir une photographie de où j'en suis. Est-ce que mes salariés sont prêts à se lancer dans le hors-site et est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire? Voilà, donc on est dans le concret, je dirais, nous, et je pense que Céline peut compléter. Alors Céline est partie, mais effectivement. Ah bon, alors voilà. J'espère qu'elle sera d'accord. Autre question de Jean-Jacques, deux questions de Jean-Jacques qui tournent un peu sur la même question, c'est quels sont les standards attendus en 1D, 2D, 3D, comment les intégrer, comment les publier? Voilà, ça c'est vraiment une question pour Block2Build aussi. Et nous, c'est vraiment notre objectif, c'est-à-dire d'être en mesure de collecter ces standards avec vous et de les remettre à disposition à travers les blocs configurables. C'est vraiment l'enjeu qu'on s'est donné, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à communiquer aux concepteurs les standards nécessaires, standards qui ne sont pas forcément dimensionnels, mais aussi des standards de conception, et pouvoir les diffuser. Gros enjeu. Et enfin, deux dernières questions pour Stéphane, assez techniques. Une concernant le système de levage escamotable et une sur le retour des camions à vide. Je ne sais pas si la réponse sera courte, comme il est 10 heures. Ceux qui veulent se déconnecter peuvent le faire. Sinon, on le refera peut-être. Stéphane, ça vous va de répondre par écrit ou... Ah, votre micro est coupé, Stéphane. Pardon, les camions, les retours des camions à vide sont pas forcément à vide puisque nous transportons les murs dans des box. Donc, on a systématiquement un aller-retour et on s'arrange pour coordonner la livraison suivante pour récupérer justement les box de transport pour transporter en sécurité les murs. Voilà, donc on optimise la logistique et ensuite, il se peut qu'il y ait des retours entre guillemets à vide qui soient exploités pour déplacer d'autres objets, pas forcément les nôtres, avec notre transporteur. Hein. Donc tout ça, c'est géré par le transporteur lui-même. En ce qui concerne le moyen de levage escamotable, en fait, il s'agit de câbles en acier et un système breveté qui permet de retirer, une fois que le mur est posé, stabilisé, de retirer du sol tout le système de levage par la grue et par le ciel. Tout ça est récupéré, contrôlé et réutilisé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parfait, je pense. De toute façon, s'il y a plus de questions, vous aurez nos il y a une coordonnées. ATEX, tout est expliqué dedans, hein, et vous avez savez nos comment le coordonnées. trouver aussi. Voilà. Vous aurez nos coordonnées qu'on va vous positionner sur les slides. N'hésitez pas à envoyer des emails et on sera ravis de vous répondre. Merci à tous pour votre attention. Merci Camille pour avoir animé tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci aux intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous d'organiser ce webinaire. Au revoir. Au revoir.